On vous propose un nouveau hors-série avec une thématique que nous n'avions pas encore abordée, mais voilà, ça va être chose faite et réparée avec justement ce hors-série, et grâce à Bruno qui va nous parler de fiction. Il sera question dans ce hors-série de séries et de films, puisqu'on va vous parler des inventions qui sont issues de fiction, de films, de séries. C'est une idée que nous a proposée Bruno. Salut Bruno. Et, bonjour à tous. Qu'il va développer dans ce hors-série. Pour l'assister, pour commenter ces informations, on a avec nous du monde pour un hors-série, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ici, il y avait du monde qui était intéressé par cette thématique manifestement. De ce que c'est si Marc. Salut Marc. Salut. Et puis en studio, avec moi, j'ai Xavier, qui lui aussi est un fan de séries, comme tous les geeks, comme tous les technophiles. Il y a un intérêt particulier, il faut le dire, pour les fictions, les films. Et finalement, est-ce que ces objets pourraient exister ou vont exister, ou est-ce que c'est de la pure fiction? Ce sont de pures inventions. C'est ce qu'on va découvrir avec Bruno. Bruno, on peut te lancer sur peut-être sans doute le film le plus emblématique de fiction, et dans lequel on a l'impression que c'était tellement réel, alors que c'était très avant-gardiste, c'est 2000 ans, Odyssée de l'espace. Oui, juste avant de commencer, préciser que c'est pas une liste exhaustive non, on est d'accord. C'est juste ma vision, mes perles que j'ai dénichées. Oui. Je suppose que Marc, il en a aussi, fanatique, va en rajouter. Donc là, effectivement, on va commencer tout de suite. On va commencer par, je pense que on va dire le premier grand film de science-fiction qui a marqué nos esprits, parce que bon, on est nés tous ou plus ou moins après ce film-là. On l'a vu dans notre jeunesse. C'est 2001, Odyssée de l'espace, qui est sorti en 1968. Oui. Donc voilà. Je crois que je suis le seul à être né juste avant. Oui, on est un peu plus jeune. Même beaucoup plus jeune. Ça va bien. Oui. Donc, qui retrace vraiment une grande partie de l'exploration spatiale. Et je ne parle pas de cette partie-là parce que je vais pas considérer ça comme une invention, mais on va partir va parler plutôt des gadgets qui ont été illustrés pendant le film. Beaucoup disent que Apple a inventé les tablettes avec l'iPad en 2010. Non, pas vraiment. Hein. C'est dans l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick qu'on l'a vu en premier. On va mettre une petite illustration pour ceux qui ont l'image. Donc quelque chose de très bien fait. Ils n'avaient pas d'écran plat, ils n'avaient pas la technologie pour le faire, donc ils ont mis des écrans sous des tables pour faire en sorte que ça soit des tablettes. Les tablettes n'étaient pas dans les mains, elles n'existaient pas. Donc, ils ont dû faire preuve d'imagination pour la réalisation de cette séquence et incruster des écrans pour faire croire que c'était des tablettes. Mais quand on regarde l'image, c'est criant de vérité, on croirait vraiment un iPad Pro, quoi. Exactement. Oui, parce qu'il était assez grand. Donc c'est en fait l'iPad Pro. C'est tout à fait ça. Ouais. Une autre invention qui a été reprise dans ce film, c'est la vidéoconférence. Ce que nous, on est en train de faire ici, parce qu'il faut pas oublier, on enregistre ce podcast à distance. Donc la vidéoconférence existait, a été montrée. Ils l'ont aussi là simulé, bien entendu. Mais l'idée de la vidéoconférence était bien présente et jouait un rôle très important dans 2001, Odyssée de l'espace. Oui. Alors je sais pas si c'est dans ce film-là, mais il me semble qu'il y avait même, ou alors c'est dans un autre, de science-fiction également, mais où l'opérateur c'était AT&T. Une sorte de placement de produit. Je pense que c'était dans un autre film où il y avait aussi de la visioconférence avant l'heure et ils savaient placer du placement de produit, et c'était AT&T qui était avec un logo un peu modernisé. C'est un peu particulier. Ça aussi, il faut faire attention, être vigilant dans ce genre de film quand on ouvre bien l'œil à un moment donné, quand c'est vraiment très pointu. Je pense par exemple, quand j'ai pointu, on se comprend, mais quand on regarde par exemple Retour vers le futur, dont on va certainement parler également, on voit que toutes les marques, enfin en tout cas certaines marques ont été adaptées, modernisées. C'était pas totalement innocent non plus, et c'est assez rigolo à regarder également ce qu'elles pourraient devenir dans l'avenir. Les bouteilles de Pepsi, etc. Par exemple, oui.
Voilà, un troisième point, et ça c'est peut-être le plus important, c'est que j'ai pas encore mentionné dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est l'ordinateur, l'intelligence artificielle. Hein. Ça nous fait tous penser à Siri, bien entendu, on s'est bien inspiré de ça. Il y a d'autres exemples dans ce film-là. Voilà, regardez-le si vous n'avez pas encore fait, ça vaut la peine. C'est un autre rythme que les films de science-fiction de nos modernes, mais c'est une perle. Oui, il y a pas de tir laser, etc. C'est très dans la réalité en fait. Hein, ce film, on est relativement proche. C'est très contemplatif. C'est contemplatif. C'est très contemplatif. Le rythme, disons que pour les gens qui sont habitués au blockbuster aujourd'hui, c'est quelque chose qui va dérouter, clairement. Oui, clairement. Oui. Mais c'est un film culte parce que c'est un film qui va bien au-delà de la simple réflexion. Il faut savoir pour la petite histoire que Stanley Kubrick, qui est quand même un réalisateur cultissime, a repris à la base une nouvelle d'Arthur C. Clarke, qui est un auteur de science-fiction cultissime aussi. Ouais. La collision des deux ne pouvait donner qu'un film hors norme. Ouais. Mais là-dedans, des trouvailles, des choses qui étaient totalement basées sur des faits scientifiques, de la physique. Par exemple, je pense à ce vaisseau torique dans lequel les gens se promènent et qui tourne sur lui-même pour créer une pesanteur artificielle. Tout ça est de l'ordre du possible, je pense. Hein. Je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est réaliste. Hein. Non, tout à fait. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a le sens du détail qui a fait que, par exemple, c'est un des seuls films à ma connaissance où les scènes qui se déroulent en extérieur, donc dans l'espace, il n'y a aucun bruit. Oui, c'est ça. À part le bruit de la respiration des acteurs dans leur combinaison. Oui. C'est tout. Oui. Donc ça, pas de musique, il n'y a aucun bruit. C'est vraiment, c'est physiquement ultra réaliste. Oui. Et la respiration, effectivement, dans le scaphandre, le truc comme ça. Là, forcément, le gamin qui rêve de regarder Star Wars, c'est autre chose, quoi. C'est un autre monde, on va dire. Ceux qui ont aimé Interstellar aimeront probablement. Sans doute, oui. Il y a des chances. Bruno. Oui, tu as fait la transition. On passe au prochain film qu'on a mis sur notre petite liste. C'est une liste qui est un petit peu chronologique. Donc, après 2001 Odyssée de l'espace, 1968, on a eu Star Wars. Voilà, la guerre des étoiles, 1977 ou 77, si vous le voulez. Donc là, à nouveau, pas mal de swing, beaucoup d'explosions, beaucoup plus d'action, tout à fait un autre style de film. On va peut-être noter une nouveauté, c'est le head-up display. Le head-up display qu'on connaît nous dans nos voitures, qui va nous montrer un petit peu des informations sur notre route, etc. Donc cela, on l'a retrouvé un petit peu dans Star Wars, pas un petit peu, à la fin du film dans Star Wars, notamment dans la dernière scène, juste avant de faire exploser l'étoile noire. Oui. Donc dans le X-Wing, donc la navette, il y avait un head-up display qui montrait à Luke Skywalker donc les informations où il devait viser exactement pour détruire l'étoile noire. Chose qui par ailleurs existe dans les avions de chasse également, me semble-t-il. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est bien modernisé aussi, parce que il faut bien le dire, dans Star Wars, en tout cas dans cet épisode-là, la manière de le montrer, de le figurer était très simpliste, on va dire. On l'a fait avec les moyens du bord, effectivement. Mais l'idée était là, et c'est une des premières fois qu'on a montré cette idée-là. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en évidence ici. Ok, suivant. Next. Suivant, oui, on va pas s'attarder. On parlait de head-up display. Tout le monde connaît les Google Glass. Les Google Glass ou autres appareils qui font pareil, même technologie, ont été. L'idée vient plus ou moins de deux films, je dirais, de Terminator, l'original, le premier, en 1984, ou même de Robocop, qui est sorti, aussi même chose, le premier, pas le remake, qui est pas très bon, mais le premier aussi à regarder de 1987. Donc là, les informations étaient affichées en superposition à notre vision, donc un petit peu ce qu'a voulu faire Google Glass avec le succès, ou pas de succès comme on l'entend. Il y avait eu d'ailleurs, avant même les Google Glass, il me semble que je ne sais plus quel fabricant japonais, qui n'est pas très connu d'ailleurs, avait proposé un système également qui permettait, par exemple, dans des lunettes, d'afficher des horaires de train et des choses du genre. C'était encore plus proche, je trouve, de l'image qu'on s'en fait. Tu parlais de Robocop, avec là aussi une série d'informations qui s'affichaient
dans ce qu'il voyait par rapport à ce qu'il regardait, etc. C'était quand même encore beaucoup plus proche de cette image-là, me semble-t-il. Marc. Oui, effectivement, c'est une boîte qui s'appelait Vuzix. Oui. Et qui, effectivement, c'est japonais qui avait produit ce truc, voilà. Mais c'était un truc tombé qui était dans l'oubli, clairement totalement. C'est une espèce ça mérite d'avoir existé. Et c'était un peu déjà le même principe de vision périscopique. C'était avec une optique particulière à côté des lunettes, en gros. Ouais, c'est ça. C'était un peu ça l'idée. Donc mais c'est effectivement les mêmes origines, on va dire, en tout cas la même image qu'on s'en fait. Et même avant Vuzix, il y avait autre chose. Il y avait Transcend, qui était une boîte canadienne, qui avait aussi fait un projet similaire, mais là, je crois que ça n'a jamais dépassé le stade du prototype. D'accord, ok. Ben voilà pour les précisions. Comme ça, on a vraiment fait le tour de tout ce qui existait, enfin, ou presque. Hein. Si vous de votre côté, vous avez d'autres sources sur cette manière de faire, de voir les informations à travers des lunettes ou pour toute autre chose dont on vous parle ici, ces informations seront évidemment les bienvenues, puisqu'on vous a dit qu'on ne pouvait pas être exhaustif, on ne pouvait pas vous parler de tout non plus. C'est une sélection de notre ami Bruno. Oui, et donc dans Terminator et dans Robocop, il y a deux autres faits importants, mais qui ont été repris après dans d'autres films. Terminator, le Terminator même étant finalement un robot. Oui. Donc toute la thématique de robotique et d'intelligence artificielle a été repris dans ce film-là. Et Robocop n'étant pas un robot ni un androïde, Robocop étant en fait un exosquelette finalement. Et ça aussi quelque chose qui est repris et qui existe de nos jours, hein, des bras complètement artificiels, ça commence à devenir très intéressant et ça sauve la vie de beaucoup de personnes. Enfin, le fait de pouvoir vivre comme une personne normale. En fait. Sauf qu'ici, en plus, là, c'est le côté fictionnel de l'intrigue, de l'histoire, c'est que ça touchait aussi le cerveau en même temps, hein, parce qu'on avait vraiment, enfin, ça allait très très loin dans le. Là, je pense qu'on n'y est pas encore. On va. Si, on y est. Il y a une dizaine de jours. Alors, j'ai pas les noms et les détails précis en tête, mais j'ai vu passer un article sur Wired qui disait que un homme amputé d'un bras avait pu, grâce à une prothèse d'un nouveau type et une électrode implantée directement dans une zone particulière de son cerveau, réexpérimenter le sens du toucher avec sa prothèse. Allez, donc voilà, on y arrive. Tout à fait. Donc on y est plus proche que je ne l'imaginais. Absolument. Donc voilà, c'est plus vraiment de la fiction. La suite. Oui. Donc Retour vers le futur 2, bien entendu, en 1989. Le Saint Graal. Pour moi, la meilleure trilogie qui existe de toute façon. Ouais. Voilà. C'est mon avis, c'est mes goûts. Voilà. Qui sont passés donc, en Belgique il n'y a pas tellement longtemps. Donc Retour vers le futur, où il va effectivement dans le futur, avec tout ce qu'on voit. Mais là, on en prend plein les mirettes. Tout ce qui est là. J'ai relevé deux objets, un qui me touche un peu plus personnellement dû au fait que je suis lié à toute la mobilité électrique, c'est le hoverboard, qui dans le film est un vrai hoverboard qui flotte. Ça existe aussi de façon limitée, mais on a fait des skateboards qui lévitent. Donc ça existe. Donc, on en avait parlé d'ailleurs, on l'avait évoqué dans un What the Fuck, il me semble, dans les technos, Xavier. Et là, c'est vraiment le film qui a inspiré l'objet. Oui, bien sûr. C'est vraiment totalement, volonté. C'est pas juste une technologie qui a été prise. C'est génial parce que qui a vraiment je sais pas qui a imaginé. Je pense que c'est en collaboration avec Mattel que ça avait été imaginé cet overboard dans le film. Et ce qui est fantastique, c'est que tout le monde, c'est un peu le Saint Graal aussi. C'est que les ingénieurs se penchent sur des solutions pour pouvoir aider à reproduire cet overboard. On avait vu quelques exemples, mais des trucs pas vraiment pratiques, où il fallait beaucoup d'énergie et une piste particulière, spéciale, etc. Et ça fonctionnait pas très longtemps. Et il fallait faire attention parce que ça pouvait aussi brûler les gens. Enfin, c'était un truc. Oui, il y avait un refroidissement à l'azote liquide. C'est ça. Donc c'était un peu complexe comme système, mais c'est vrai que là, par contre, c'est à venir. C'est pas encore dans le grand public, c'est pas prêt d'y être. Il y a déjà des skateparks en overboard. C'est vrai. Il y a un skatepark, j'en ai vu un où toute la piste est vraiment métallique. C'est vrai. Ouais. Bon, d'accord. Ou il n'y a pas encore de airboard, comme il y a du air guitar, tu vois, où tu fais semblant d'être sur un overboard. Ça serait comique aussi. Bruno. Oui, donc ça, c'était l'objet qui a inspiré et qui a un peu motivé les troupes à trouver des solutions pour avoir un objet. L'autre objet que j'ai noté, par contre, c'était du product placement, donc le placement d'une marque de Nike. Et Nike... Voilà, ceux qui ont vu le film, je pense que la plupart d'entre eux... Les chaussures qui se lassent toutes seules. C'est les chaussures qui se lassent toutes seules. Et Nike...
se devait de les sortir. Ouais. Ils en ont fait il y a quelques semaines là, Oui. une série limitée de chaussures effectivement qui sont quasi identiques à celles du film. Je crois qu'il y en a une dizaine de paires qui tournent pour l'instant chez des people et chez des gens influents du web, etc. J'ai vu entre autres chez Casey Neistat, pour ne pas le citer, et il y a un gros malabar qui porte le sac et qui interdit à quiconque d'approcher. Donc c'est une vraie valeur. Je pense qu'il y a de vrais fans qui donneraient cher, qui tuerait même peut-être père et mère pour en avoir une paire, non Ils ont fait une loterie, je pense aussi même. Oui, je pense pour que certains. Voilà, c'est pas impossible. J'ai pas tout suivi, mais je sais qu'en tout cas il y a un intérêt. Tout ce qui est rare est cher, on le sait bien. Et là, en plus de ça, il y a le côté culte de l'objet parce que elle ressemble très très fort. Il y a quelques petites différences par rapport à l'original, je l'avais noté, mais pour le reste, ça fait du bruit aussi. Contrairement à celle qu'on voit dans le film, ça fait pchut et c'est fait. Là, c'est un petit bruit de moteur un petit peu gênant. Mais bon. Ça le fait, ça fonctionne. Je ne sais pas si Bruno a terminé avec ce film-là, mais il y a quand même pour moi. Encore. Ok, vas-y. Encore un objet dans Retour vers le futur. Encore non pas un objet, un autre film. Retour vers le futur. Donc il y en a beaucoup effectivement. Donc vous ne pouvez pas m'attendre plus que ça. Vous pouvez toujours mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, bien sûr, pour ceux qui veulent. J'ai un autre film qui m'a un peu marqué, enfin plutôt une scène dans un autre film. C'est Total Recall. Donc de 1990, où on voit une scène où Schwarzenegger, c'est ça, tout à fait. J'avais un doute là. Schwarzenegger prend un taxi autonome. Oui. Voilà, on y est. C'est le Uber de demain. Le premier taxi autonome, c'est le robot-taxi dans le film. Ouais. Et en fait, il y a une société hollandaise, To Get There, avec un 2, To Get There, qui a annoncé leur premier taxi autonome, non pas en Hollande, mais dans les Émirats Arabes Unis. D'accord. Il y a un petit peu plus de moyens, peut-être. Et là, effectivement, si vous y allez, vous pourrez prendre un taxi autonome. Alors, ce qui était rigolo, pour ceux qui n'ont pas l'image, mais vous allez vous en rappeler certainement, c'est qu'il y avait quand même un conducteur, mais un robot, quoi. Enfin, comment on va dire, un personnage, genre pour rassurer les passagers, mais qui tournait la tête à 180 degrés pour leur répondre pendant qu'ils roulaient. C'est ce qui n'était pas très rassurant. Et ce qui serait faisable actuellement. Hein. Ce qui serait tout à fait faisable. Il suffit de remplacer les voitures autonomes. Maintenant, on sait qu'on y est, enfin presque. Hein, il faut encore valider 2-3 idées quand même. Mais on a mis le doigt dedans. Ouais. Et moi, je voulais. Oui, Xavier, peut-être. Je voulais revenir sur Retour vers le futur, et en particulier l'épisode 2. Parce je l'ai mis en abîme, hein. Il revient sur Retour vers le futur. Il y a quelque chose d'autre qui est quand même marqué, qui peut avoir marqué les esprits. C'est, je pense, le premier film aussi où on voit des lunettes connectées qui peuvent avoir inspiré les Google Glass. Oui. Donc dans Retour sur le futur 2, vers le futur 2, pardon, en 89. Donc il y a plein de choses comme ça qui... Il y avait également... Alors ça, on ne le dit pas parce que c'est tellement rentré dans notre imaginaire. Enfin, c'est plus notre imaginaire, c'est notre quotidien. C'est l'écran plat. Oui. Parce que dans Retour vers le futur, il y a des écrans plats quand il est dans le futur, chose qui n'existait pas au moment où ils ont tourné le film. Hein. C'est les années 80, hein, Retour vers le futur, je dis pas de bêtises. 89 pour le deuxième. Donc il n'y avait pas encore d'écran plasma à ce moment-là. Hein. C'était déjà assez incroyable d'y avoir pensé. Et un autre truc, parce que je l'ai frais dans la tête, hein, je l'ai vu il n'y a pas tellement longtemps, c'est un truc que Ikea propose dans son catalogue aujourd'hui. Je peux citer la marque parce que voilà, c'est eux qui le font. Ce sont des potagers domestiques d'intérieur. Et il y a ça également dans Retour vers le futur. Mais il est suspendu au plafond et il faut l'appeler et il descend du plafond et il y a un potager avec toutes sortes de légumes dedans qu'on peut directement aller couper et qui remontent au plafond. Là, c'est des petits casiers que proposent les fabricants de meubles et d'accessoires divers. On y est aussi à cette culture d'intérieur. Comme ça, on peut fabriquer des choses. C'est rigolo comme tout. Quand on y pense, hein, quand on se met à y réfléchir, et je suis sûr que c'est votre cas également chez vous, il y a plein d'images qui vous viennent en tête et plein de références à des films dont vous vous souvenez sans doute. Je vois Marc sourire du coin de si je le laisse faire, il va partir comme une balle sur un tas de trucs. Non, mais juste sur Retour vers le futur, moi, le truc qui me manque, effectivement, on a évoqué les lunettes connectées, la voiture volante, ça on y arrivera peut-être un petit peu, quoique, elle existe. Non, moi, le truc qui me tue, c'est quand ils te sortent une pizza comme ça, ils te la mettent dans la machine, dans l'hydrateur de
pizza, personne n'a oublié la réplique culte « Maman, personne n'hydrate une pizza comme toi » et tu sauras le bazar comme ça en 3 secondes. Ça, je veux. Avec les légumes bien rangés sur la pizza, c'était assez fabuleux. On n'en est pas loin. Je reviens rapidement sur l'actu précédente de Bruno avec le robot taxi. Ouais. Vous l'avez peut-être marqué, mais la semaine dernière, il y a eu la première livraison autonome, entièrement automatisée vers un camion à conduite autonome aux États-Unis. D'accord. Ça se passait le 20 octobre et en fait c'est Budweiser, la marque de bière, on peut aussi la citer, c'est pas grave, qui a fait quand même 200 km sans aucun pilote, sans aucun contrôle pour aller livrer de la bière d'un point A à un point B. Est-ce que le camion en arrivant a fait Waza Voilà, là jusqu'à présent on a parlé des films, mais j'avais les séries qui ont pas mal contribué aussi aux inventions, mais j'ai une série, et moi je suis absolument un fan de Star Trek, donc c'est une série, et je vais juste vous citer pour que ça soit très court, les inventions. Donc on a le communicateur qui a inspiré les téléphones portables, les premiers téléphones portables 1970 chez Motorola. Oui. Le Motorola à clapet, pour ceux qui s'en rappellent. Les téléphones portables à clapet. Donc, ils ont clairement dit que c'est à cause de Star Trek qu'ils ont inventé les téléphones portables à clapet. Et c'était bien joué. Ouais. Voilà, les réplicateurs de nourriture, ça n'existait pas vraiment, et quoique, il y a des imprimantes 3D maintenant, de la nourriture, voilà, donc on y est bientôt. On peut imprimer des pizzas aujourd'hui. Oui, mais pour les astronautes, pour que les astronautes puissent se faire une pizza, ils ont... Oui, ou pour faire parler de soi sur les sites internet. Aussi. Voilà. Pourquoi pas, oui. Le traducteur universel, ça c'est quelque chose que tout le monde rêve d'avoir, mais en fait ça existe déjà. Skype, il y a 2 ans, permettent la traduction en instantané des langues. Oui, on en avait parlé aussi. On a tous Google Translator. En fait, on l'a déjà, sauf qu'on ne s'en rend pas vraiment compte qu'on est déjà dans ce domaine-là. On attend encore que quelqu'un fasse un outil pratique, on va dire. Une déclinaison pratique. Il y a une oreillette qui est sortie, que les gens peuvent mettre et qui traduit instantanément ce qu'on dit. Oui. Donc tout le monde porterait cette oreillette. Quand je dis instantanément, je ne sais pas si c'est vraiment instantané, mais c'est en tout cas, ça permet de faire une discussion avec quelqu'un. Ce qui m'inquiète, c'est que si c'est aussi efficace que Google Translate sur les vidéos YouTube, par exemple, je pense qu'il va y avoir des guerres. Très honnêtement. On y sera. Ou alors on signera n'importe quoi, des accords particuliers, enfin je sais pas. Oui. Voilà, autres objets, le tricordeur médical, ça aussi on connaît finalement, il y a les thermomètres connectés où on prend la température de quelqu'un et on a l'information qui s'affiche sur notre smartphone, en fait on y est déjà. Les holodecks, donc ceux qui connaissent Star Trek, c'est vraiment un univers à part, donc une réalité virtuelle immersive, ça vous dit non, on y est là aussi. Aussi déjà, avec plus ou moins de qualité. Après, il y a d'autres objets comme les hypospray, donc c'est comme des piqûres mais sans aiguille. Donc tout ça existe déjà de manière expérimentale, mais ça existe aussi déjà. Oui, c'est vrai que c'est là qu'on avait vu la première fois. T'appelles ça comment ? Je ne connaissais pas le terme hypospray. Hypospray. Donc qui permettent de faire des injections sous-cutanées, mais par pression, sans aucune piqûre. Ça existe depuis quelques temps maintenant. Ça s'utilise dans certains cas de figure, donc c'est très particulier. Et ça existe, on l'a vu ça dans les années 60, dans Star Trek, dans la série ou dans le film, je sais plus. Parce que c'est dans les séries. C'est dans les séries, ça, il me semblait bien, effectivement. Donc Star Trek, évidemment, il fallait en parler, t'as raison, Bruno, dans ce hors-série consacré à ces inventions issues de séries ou de films cultes et de science-fiction. Marc a certainement encore plein de références qui lui viennent en tête. Disons que on s'est fort penché sur tout ce qui était SF, mais je voudrais quand même relever 2 ou 3 films qui, même s'ils y touchent plus ou moins, ne sont pas des films de science-fiction et qui ont pourtant préfiguré des choses qu'on connaît bien aujourd'hui. Le premier, c'est The Truman Show. Oui. Magnifique film avec un Jim Carrey qui était magistral et qui a préfiguré quelque chose dont tout le monde souffre aujourd'hui, c'est la télé-réalité. C'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose. C'était pas une préfiguration, c'est que la télé-réalité existait déjà aux États-Unis et c'en était une extension et une exagération, une caricature. Et ça débutait tout juste en Europe puisqu'on avait déjà vu, je sais plus quelle émission, c'était le Loft. Le Loft est arrivé en 2001 et la Truman Show est sortie en 98. D'accord. Donc il y a eu quelques, effectivement, les premières télé-réalités existaient déjà aux States, mais on n'était pas encore contaminé. Deuxième chose,
c'est un peu de la SF, même si c'est plus du gros blockbuster qui tâche. Jurassic Park a préfiguré le clonage. Bien sûr. Qui maintenant est utilisé, je vais dire, de manière un peu plus intensive pour cloner des animaux, etc. Volte-face, vous vous rappelez de ce film Face Off avec Travolta où on retire le visage de l'un pour le mettre sur le... La greffe de visage aujourd'hui est une réalité médicale. Il y a une dame qui vit avec le visage d'une autre personne. Qui vivait... Parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un décédé. Je ne crois pas que ce soit elle. Elle vit toujours. Moi, j'ai entendu dans les informations quelqu'un qui s'était fait greffer le visage, une greffe intégrale, et qui est décédé d'affections multiples. Mais la greffe de visage, voilà. Et alors, le dernier truc, Minority Report, qui préfigurait la contrôle gestuel. Vous vous rappelez le petit bidule qu'on appelait le lip motion? Oui, tout à fait. Voilà, ça existe réellement. Vous pouvez, Kinect, avec un petit truc à 50 €, contrôler votre écran et votre PC avec des gestes. Xavier a raison, il y a Kinect aussi qui allait un peu dans le même sens. Mais Leap Motion peut-être plus. J'avais l'occasion de le tester en son temps, et on était vraiment... En plus de ça, c'était les démonstrations, c'était des espèces de jeux, pas vraiment des jeux vidéo, mais des petits jeux où il fallait déplacer des objets, et on était réellement... Moi, je me rappelle, j'étais dans mon salon en train de faire des gestes comme ça, et puis à un moment donné je me suis dit mais je deviens complètement fou, parce que dans l'absolu si tu vois pas l'écran tu comprends pas du tout ce que les gens font, mais donc voilà, c'est vrai que ce sont des éléments qui sont dans, quoique pour Minority Report on est déjà plus dans le côté SF que ceux précédents que tu citais, mais c'était le seul qui touchait encore, mais les autres n'avaient rien à voir avec de la SF. Magnifique, hein. Enfin moi j'adore évidemment, forcément si on fait ce podcast c'est un petit peu aussi à cause de tout cet imaginaire là de ces podcasts, que ce soit pour Xavier, que ce soit pour Marc, ou que ce soit évidemment pour l'initiateur de ce hors-série, Bruno, que je remercie encore. On aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler, parce qu'il y a également énormément de choses qui sont sorties non pas en film, non pas en série, mais dans la littérature et même dans les BD, hein, tu m'avais dit. Donc ça, on aura certainement l'occasion d'en reparler avec toi aussi, Bruno, très très prochainement. Merci à tous d'avoir suivi ce hors-série. Une fois de plus, comme on a l'habitude de le dire, n'hésitez pas, hein, si vous avez vous aussi des idées, des choses à partager, lancez-vous et on en tiendra compte, évidemment. Xavier, avant encore une chose à rajouter. Non, je disais, le sujet est vaste. Oui, exactement. Des innovations dans les films comme ça, il y en a plein. Le sujet est vaste, très vaste. À très bientôt. Au revoir.